Chers élèves, bonjour. Cette nouvelle vidéo est la suite de notre vidéo d'introduction sur Mouse. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à le faire en suivant le lien qui apparaît en haut de cette vidéo. Nous avons vu alors combien la parole était importante dans Mouse. C'est en effet grâce à la parole de Vladek, le père de Hart, que la bande dessinée a pu se faire. Et c'est grâce à elle que peut s'opérer la transmission de l'histoire familiale et la transmission du passé. La démarche d'Art Spiegelman semble répondre à l'injonction de son père, faite en 1972, après 4 jours d'entretien. Comme ça, maintenant, tu peux savoir ce qui s'est passé. Et grand Dieu, on doit tout faire pour que jamais ça se reproduise. Maintenant qu'Art sait ce qu'il s'est passé, il a le devoir de partager cette connaissance du passé avec les générations futures afin que cela ne se reproduise pas. Il a en charge de perpétuer le devoir de mémoire. Et c'est ce qu'il met en œuvre dans Mouse. Une des particularités de Mouse est de montrer l'auteur en train de travailler à son œuvre, de montrer l'œuvre en train de se faire. Hart ne raconte pas seulement l'histoire de Vladek, il raconte aussi comment il a créé Mouse en mettant en scène ses entretiens avec son père, lui transmettant la mémoire de ce qu'il a vécu. Nous pouvons en ce sens définir 3 niveaux temporels principaux, tous imbriqués les uns dans les autres. Nous distinguerons d'abord le récit cadre, qui correspond au moment où Hart, adulte, interroge son père, désormais âgé, sur ce qu'il a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Nous distinguerons ensuite le récit emboîté, qui correspond à l'histoire de Vladek en Pologne, avant et pendant la guerre. Et nous distinguerons enfin un 3e niveau qui montre Hart, le dessinateur, tentant de mettre en image les conversations qu'il a eues avec son père, et montrant l'œuvre en train de se faire. Ce sont ces 3 niveaux temporels qui doivent retenir notre attention. Intéressons-nous d'abord au récit cadre. Tout au long de Mouse, Art Spiegelman met en scène les moments où il s'entretient avec son père. Nous partageons alors leur présent. Nous sommes autour de 1975 aux États-Unis. Les 2 personnages sont tantôt à Rego Park, dans la banlieue de New York, tantôt aux Catskills, région montagneuse située au nord de New York, où Vladek possède un bungalow. Nous suivons leur conversation. Et comme Art, nous écoutons Vladek, qui se fait le narrateur de l'histoire qu'il a vécue. Art Spiegelman met en scène la situation d'énonciation. Nous voyons les interlocuteurs en train de parler. Nous partageons leur présent. Le narrateur recourt au temps de l'énonciation, c'est-à-dire au temps qui renvoie au moment de leur prise de parole et qui ont pour point de référence le présent. Il emploie le passé composé pour évoquer ce qui s'est passé avant le présent et le futur pour évoquer l'avenir. Régulièrement, dans leur conversation, nous pouvons relever des verbes appartenant au champ lexical de la mémoire. Ils sont employés par Vladek et annoncent l'émergence du souvenir et le travail de mémoire opéré par le père d'Art. Nous pouvons le voir ainsi dans les vignettes qui suivent, où Vladek dit, à la page 14, « Mais si tu veux, je peux te raconter ». Ou à la page 38, « Je me souviens ». Le « je » est alors celui du narrateur, de celui qui se souvient et qui raconte. Vladek, âgé, est celui qui transmet son expérience. Nous le reconnaissons à ses lunettes, à son dos un peu voûté, à ses cernes et à ses vêtements caractéristiques de son âge. Sa gestuelle indique que c'est lui le locuteur, le détenteur de la parole. Son destinataire direct est son fils, Art. Nous le reconnaissons généralement à ses vêtements. Il porte un gilet noir sur une chemise blanche, parfois un imperméable. Il est un des rares personnages à fumer. Lors des entretiens, ses expressions nous le montrent en position d'écoute. Il tient souvent un micro et un appareil d'enregistrement pour enregistrer ses entretiens avec son père, ou un stylo et un carnet pour prendre des notes. Son attitude peut nous évoquer le travail d'un journaliste qui mène un travail de recherche. L'appareil d'enregistrement, le carnet dans lequel il fait des croquis à partir de ce que lui dit son père, ont une valeur symbolique. Ce sont des outils qui restent profondément liés à la mémoire. Ils sont les instruments qui permettent de conserver la mémoire du passé. Il nous rappelle qu'Art, lors de ses entretiens, est le dépositaire de cette mémoire. Il est celui qui recueille le témoignage, qui l'enregistre pour que la mémoire ne se perde pas. Il est aussi celui qui aura pour charge de la transmettre. Art intervient souvent dans ces conversations. C'est souvent pour recentrer le débat, pour poser des questions, pour demander des précisions. On le voit par exemple demander à Vladek de respecter la chronologie.
On le voit l'interroger sur la présence d'un orchestre à Auschwitz, ou lui demander s'il sait ce qui est arrivé à un de leurs proches, un certain Mandelbaum. On le voit également lui demander de valider un de ses croquis. Tout au long de leurs entretiens, Hart aide Vladek à faire émerger la mémoire. À ces conversations se superposent les images du souvenir, et progressivement, le récit-cadre disparaît au profit de la représentation du passé de Vladek. Sur les planches des pages 14 et 15, nous voyons le père et le fils lors de leur premier entretien. Vladek a enfourché un vélo d'appartement, il se met à pédaler et commence à raconter sa vie. Tout au long de cette action, le cadre se resserre et la planche se termine par un gros plan sur la pédale et le mouvement circulaire du pédalier. Ce mouvement semble nous entraîner dans le passé. Il matérialise le retour en arrière opéré par la mémoire, comme le ferait une bande magnétique que l'on rembobinerait. Dans un insert circulaire qui pourrait rappeler la roue du vélo, nous voyons Vladek jeune. La vignette suivante nous montre en image ce que Vladek est en train de raconter. Le Vladek âgé a disparu, mais sa parole, sa narration, est contenue dans un cartouche rectangulaire. Nous plongeons dans le souvenir, et les voix des personnages, contenues dans les bulles, nous parviennent du passé. Nous constatons que Vladek se dédouble, et nous devons distinguer deux jeux dans la narration. Il y a celui du Vladek âgé, narrateur de l'histoire, et celui du Vladek jeune, personnage de l'histoire racontée. Voyons maintenant ce qu'il en est du récit emboîté, du récit pris en charge par le Vladek du récit cadre. Nous avons déjà dit que le récit emboîté correspondait à l'histoire de Vladek en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il correspondait d'un point de vue temporel à un retour dans le passé. Nous lisons dans le cartouche de la page 14 « Alors, j'habitais Czestochowa, une petite ville près de la frontière allemande. J'étais dans le textile, achat et vente. Je gagnais peu, mais toujours de quoi vivre. En ce temps, j'étais jeune et beau garçon. » Ou bien dans celui de la page 34. « C'était début 1938, avant la guerre, et au centre de la ville, un drapeau nazi. Pour la première fois, là, de mes yeux, la croix gammée j'ai vue. » Ou encore dans celui de la page 185, alors que Vladek et Ania se trouvent à la porte d'Auschwitz. « Quand on est arrivé, dans une grande pièce on est allé, ils ont crié après nous. Nos papiers, nos vêtements et nos cheveux, ils nous ont pris. » Le jeu n'est plus celui du narrateur, mais il est celui du personnage, de celui qui vit l'histoire. Vladek est jeune, il ne porte pas encore de lunettes, il ne sait pas encore ce qu'il attend. Il vit en Pologne et assiste à la montée de l'antisémitisme. Hart est absent de cette histoire. En effet, il n'est pas encore né. Dans Maus, le souvenir s'écrit au passé composé. Ce temps est d'une part un temps du dialogue, un temps de la parole, et d'autre part un temps qui permet d'évoquer des événements qui demeureront toujours liés au présent. Ils sont passés, certes, mais ils ont encore des résonances dans le présent. À la différence du passé simple, qui est un temps de l'écrit et qui coupe l'événement du moment où il est raconté. L'emploi du passé composé dans la traduction de Maus permet de rendre compte de l'importance de la parole dans la transmission de l'expérience vécue. Sans ces entretiens, Maus n'existerait pas, et les souvenirs de Vladek seraient perdus à jamais. Hart ne pourrait pas les transmettre à son tour à ses enfants et aux générations suivantes. Mais le passé composé permet aussi d'exprimer une expérience passée révolue, mais qui est encore présente au moment où l'on parle. Dans la planche qui suit, le lecteur a l'impression que les deux interlocuteurs se promènent dans le souvenir. Dans cette autre vignette, nous voyons au premier plan Vladek et Hart, et à l'arrière-plan le souvenir s'inscrire sur le fond comme sur un écran sur lequel seraient projetées ces images. L'emploi du noir et blanc renforce ce brouillage des niveaux temporels. Passé et présent semblent se confondre. Il faut parfois être attentif pour percevoir le changement de temporalité. Le passé et le présent cohabitent. Seule l'absence ou la présence d'un contour permet de se repérer. Maus nous montre comment les fantômes du passé hantent encore le présent des personnages. Ils ne peuvent se défaire de leur histoire, de leur traumatisme, à l'image du numéro de matricule tatoué sur le bras des déportés et dont l'encre indélébile ne s'effacera jamais. Même 40 ans plus tard, le passé s'impose à ceux qui l'ont vécu. Il s'impose aussi à Hart, à la génération suivante, qui ne peut se défaire du poids de l'histoire et de l'histoire familiale.
À la page 186, au bas de la planche, le Vladek du récit cadre montre son tatouage. On distingue nettement deux plans. Le premier plan, qui correspond au présent du Vladek âgé, et l'arrière-plan situé légèrement plus haut, qui correspond au passé. Le Vladek narrateur est traité en volume. Il se détache de l'arrière-plan sombre par ses couleurs claires et par sa grande taille. Les personnages de l'arrière-plan sont représentés plus petits et sont peints en noir sur un fond saturé de hachures. Nous voyons en même temps le présent du personnage qui garde la trace de son passé sous la forme d'un tatouage et le passé qui correspond au moment même où Vladek a été tatoué. Les deux moments sont traités en parallèle et se superposent. Ajoutons que ce que Vladek raconte de sa propre expérience n'est pas une expérience isolée. Elle témoigne de ce que tous les Juifs déportés à Auschwitz ont vécu. C'est ce que souligne ici la superposition de ces deux situations. Ce qu'a vécu Vladek a été partagé par tous les autres déportés, comme le montre ici la file des souris qui attendent leur tour. À la page 187, le noir des fumées qui s'échappent des cheminées d'Auschwitz semble avoir noirci les visages d'Art et de son père. Tout comme la dernière vignette de la page 229 montre la fumée de la cigarette d'Art se confondre avec la fumée censée sortir de la cheminée d'Auschwitz qui déborde le cadre situé juste en dessous. Présent et passé se juxtaposent. Le passé habite encore le présent. Notons que la bande dessinée est un moyen d'expression qui se prête particulièrement bien à la juxtaposition de situations. En une même image peuvent se superposer expériences individuelles et expériences collectives, passé et présent. Se superposent aussi récit du père et représentation mentale que s'en fait le fils. Il est temps désormais d'évoquer le troisième niveau temporel que nous avons défini en introduction, Art mettant en image ce que son père vient de lui raconter. Maus est pour son auteur l'occasion de se mettre en scène en tant que créateur de bande dessinée et de mettre en scène le processus de création de son œuvre. Comme nous l'avons déjà dit, nous le voyons tout au long de Maus s'entretenir avec son père, enregistrer leur conversation ou prendre des notes. Nous le voyons aussi réécouter ses enregistrements et faire part des difficultés qu'il peut rencontrer. Au début du livre 2, il discute avec Françoise, son épouse, et lui parle de ses doutes et de sa difficulté à rendre la réalité en bande dessinée. Un peu plus loin, il évoque un entretien avec son psychanalyste au cours duquel il avoue ses difficultés à représenter Auschwitz. Art Spiegelman se représente également à sa planche de travail, entouré de cadavres et de mouches. Le lecteur peut voir, par la fenêtre, un mirador, semblable à ceux qui se dressaient aux quatre coins d'Auschwitz. Il devine par ailleurs à l'arrière-plan de la planche et se détachant en noir sur le blanc du mur, une croix gammée. L'auteur porte un masque de souris. Il semble complètement hanté par le poids du passé et de l'histoire qu'il vient d'exhumer. Il se sent coupable du succès qu'il vient de remporter avec le premier volume de Maus, succès qui se nourrit en partie des morts du passé. Une fois encore, le passé hante le présent. La matière de Maus est essentiellement constituée de ce passé qui nous est livré par le récit de Vladek. Elle est ensuite mise en ordre et en images par son fils Art. Le souvenir a forcément une part de subjectivité. Il dépend certes de la manière dont on a vécu l'événement, qui est personnelle, mais il dépend aussi de la manière dont on se le représente ensuite. Vladek a mis en récit l'histoire vécue. Il l'a organisée et l'a racontée alors qu'il en connaissait l'issue. Le récit du souvenir est déjà éloigné de l'expérience vécue. Par exemple, quand Vladek évoque Auschwitz, il ne parle jamais de la présence d'un orchestre. Or, Art, après de nombreuses recherches, a l'assurance qu'il y avait bien un orchestre qui scandait les différents moments de la journée dans le camp. Pour rester fidèle à la réalité historique, Art le représente une première fois, avant que les déportés ne passent devant. Et pour rester fidèle au récit de son père, il représente l'image une seconde fois, mais cette fois-ci, il suggère simplement la présence de l'orchestre, en faisant légèrement dépasser les instruments au-dessus du défilé des déportés. Le chevalet de la contrebasse s'inscrivant comme une note sur la portée dessinée par les planches du baraquement.
Un déporté, perdu dans la foule de ses semblables, pourrait ne pas y avoir prêté attention et pourrait ne pas se souvenir de sa présence. Mais malgré sa volonté de rester fidèle au récit de son père et à la vérité historique, Art Spiegelman nous livre une représentation personnelle du récit de son père. Sur la planche de la page 211, alors qu'Art demande à Vladek s'il avait eu l'occasion de voir Anya à Auschwitz, nous voyons se dessiner à l'arrière-plan de leur conversation une vue plongeante sur le plan d'Auschwitz. Ce plan correspond à la projection mentale d'Art cherchant à se situer précisément dans le camp par rapport au récit qu'est en train de lui faire Vladek. Les symboles du nazisme sont omniprésents dans la pensée de l'auteur et se reflètent dans la représentation qu'il se fait des lieux. Les fumées noires qui s'échappent des cheminées ont la forme du S de l'uniforme des SS et trouvent un écho dans le mot mort du texte écrit en gras. Les lignes qui s'entrecroisent dessinent une croix gammée. Ainsi Maus naît du récit subjectif de Vladek, qui a mis en mots, structuré et sélectionné son expérience, et du dessin subjectif d'Art, qui correspond à la représentation mentale qu'il se construit à partir de l'histoire de son père, et qui se nourrit de sa propre expérience et des images qu'il a lui-même en tête. C'est ainsi que s'explique le choix du noir et blanc. Quand Art Spiegelman se représente la guerre, il la voit en noir et blanc. En effet, la plupart des documents, des photos, des images d'archives portant sur cette période sont exempts de couleurs. Aussi, quand Art met des images sur ce que lui raconte Vladek, il les voit en noir et blanc. L'absence de couleur renforce par ailleurs la noirceur du sujet évoqué et participe à sa dramatisation. Le lecteur se concentre sur l'essentiel. La couleur aurait été trop décorative. L'usage du noir et blanc permet enfin, comme nous l'avons déjà évoqué, de fondre le passé et le présent, de brouiller les différents niveaux temporels. C'est ainsi que s'explique aussi le choix du zoomorphisme. En effet, les personnages de Maus sont des êtres zoomorphes, hybrides, mi-animaux, mi-humains. À l'origine, Art Spiegelman voulait réaliser une bande dessinée sur l'histoire des droits des Noirs en Amérique. Il voulait recourir à une métaphore animale qui mette en évidence l'oppression des Noirs aux États-Unis. Il s'inspirait de vieux dessins animés racistes de l'ère du muet et du début du parlant, aux personnages très caricaturaux. Mais très vite, il s'aperçoit de la maladresse de son dessin et comprend que son idée pourrait être mal interprétée. Loin de dénoncer le racisme, elle risquait d'être prise pour une parodie raciste. Après avoir renoncé à ce projet, il se rend compte que la métaphore de l'oppression, incarnée par l'opposition chat-souris, pouvait s'appliquer à sa propre histoire, et recourt à cette opposition pour parler des Juifs et des nazis. Son univers était celui des dessins animés, univers dans lequel il avait grandi, et sa principale référence était Tom et Jerry. Pour gommer la différence de taille entre les chats et les souris, et pour éviter de créer un univers où l'opprimé soit naturellement plus petit que son oppresseur, il crée des êtres hybrides, possédant un corps humain, mais une tête animale. Le recours au zoomorphisme lui permettait par ailleurs de prendre de la distance par rapport aux événements tragiques racontés, et de mettre en lumière le rapport de force entre les personnages, l'oppresseur, l'oppressé, le prédateur et sa proie. Mais quand il entreprend Maus, Art Spiegelman ne sait pas encore que l'image des Juifs comme créatures grouillantes est un cliché très largement exploité par les nazis. Après s'être documenté et avoir lu Le Juif éternel, un pseudo-documentaire allemand de 1940 qui montre des Juifs grouillant à l'étroit dans un ghetto, puis des rats grouillant dans un égout, Art comprend que la déshumanisation est au cœur du processus d'extermination des Juifs mis en place par les nazis, et que représenter les Juifs comme des rats ou de la vermine est une étape de ce processus de déshumanisation. Ainsi, Spiegelman, en recourant à la métaphore animalière, illustre la politique des nazis. Elle lui permet de montrer comment les déportés, réduits à l'état de souris, perdent toute individualité et ne sont plus perçus par le chat nazi que comme une vermine à éliminer. Rappelons au passage que le Zyklon B, le gaz utilisé à Auschwitz dans les chambres à gaz, était d'abord un pesticide utilisé pour tuer la vermine. En conclusion, je dirais qu'Art tente de reconstruire dans Maus un passé qu'il n'a pas vécu, puisqu'il n'est pas né au moment de la guerre, à travers le récit de son père, juif polonais survivant du ghetto de Varsovie et du camp d'Auschwitz. L'œuvre est subjective et correspond à la représentation mentale qu'il se fait de l'histoire de Vladek, alimentée par les images en noir et blanc qu'il a en tête de cette période et par l'influence des dessins animés qui ont façonné sa culture. Mais n'oublions pas que son œuvre est aussi une œuvre tombeau, qui rappelle à notre mémoire le souvenir de ceux qui n'ont pas eu de sépulture.
Nous pensons bien sûr à Richelieu et à ces millions d'êtres humains morts à cause de la barbarie nazie. Maus redonne vie aux morts qui continuent de hanter la vie de l'auteur, pour ensuite l'aider à mieux exorciser ce passé étouffant. On peut noter que Maus est aussi le début du mot mausolée, qui désigne un monument funéraire de grande dimension. Mausoleum en anglais et en allemand. Le titre de l'œuvre pourrait ainsi jouer sur l'ambiguïté du mot. Maus serait à la fois le mot souris et le mot tombeau, mais un tombeau qui resterait à jamais inachevé.